Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct pour la grande édition, en replay chaque soir sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui prennent acte d'un changement de ton au sein de la Banque Centrale Européenne avec un discours clé qui a été livré ce matin par la membre allemande du directoire Isabelle Schnabel, une des plus durs faucons de l'institution européenne qui reconnaît que la vitesse de désinflation en zone euro a été remarquable au cours de ces derniers mois. Quand les faits changent, je change d'avis, déclare Isabelle Schnabel, qui estime qu'il n'y a désormais plus besoin de maintenir la perspective ou la possibilité de nouvelles hausses de taux en zone euro. Le marché a pris acte de ce virage. L'idée d'un pivot qui s'installe et qui grandit dans l'esprit des investisseurs avec notamment une poursuite de la détente des rendements obligataires observés en zone euro aujourd'hui et notamment un 10 ans italien par exemple qui passe symboliquement sous la barre des 4% au cours de cette séance. Le thème du pivot, c'est bien sûr le grand thème de cette fin d'année et de l'année 2024. Nous en discuterons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Parmi les questions qui sont soulevées également cette fin d'année, la question chinoise qui revient à nouveau sur le devant de la scène alors que sous certains indicateurs on voit les marchés actions chinois qui sont au plus bas en absolu, en relatif également par rapport au reste des marchés actions mondiaux, y compris des marchés émergents. On a noté qu'une agence de notation avait émis une opinion négative sur la perspective de la note de crédit chinoise et on imagine que les investisseurs seront très attentifs aux prochains événements économiques qui ponctueront ce dernier mois de l'année en Chine avec une grande conférence annuelle organisée justement autour des objectifs économiques 2024. Nous devrions avoir un objectif chiffré en termes de croissance ainsi que différentes mesures peut-être qui permettront justement d'atteindre cet objectif 2024 en termes de croissance attendu autour de 5%. Nous pourrons évoquer le thème de la Chine et des émergents également avec nos invités dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, le focus thématique du jour concernera justement la gestion thématique et le thème de la sécurité, de la safety. C'est Mathieu Rollin, gérant chez Thématique SAM, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour au terme de cette séance en Europe et des indices européens qui terminent au plus haut du jour, c'est avec Comme du Bois. La bourse de Paris rebondit ce mardi après la déclaration inattendue d'un membre du conseil de la BCE. Dans une interview pour Reuters, Isabelle Schnabel, pourtant réputée faucon, a déclaré que le ralentissement remarquable de l'inflation en zone euro rendait improbable une nouvelle hausse de taux de la BCE. Le marché prend acte de ce virage. On constate une nouvelle détente des rendements obligataires de 10 points de base et plus en zone euro. Dans le même temps, les investisseurs ont pris connaissance de la révision à la hausse de l'indice PMI Services définitif du mois de novembre pour la zone euro, qui ressort à 48,7 points en novembre contre 48,2 dans sa version flash. Côté américain, l'enquête ISM Service ressort au-dessus des attentes à 52,7 en novembre contre 51,8 en octobre. Du côté des valeurs, Ericsson progresse. Son titre prend jusqu'à 3,5% au cours de la séance après avoir remporté un contrat de 14 milliards de dollars avec l'américain AT&T pour moderniser son réseau sans fil aux États-Unis. Ce deal se fait au détriment de Nokia qui chute jusqu'à 9% au cours de la séance. À Paris, Unibail-Rodamco-Westfield continue sa progression. Son titre gagne jusqu'à 2,5% au cours de la séance. Le groupe bénéficie du relèvement d'objectifs de cours de Goldman Sachs de 70 à 81 € et d'une recommandation à l'achat confirmée. Dans le même temps, le gérant de centres commerciaux a annoncé avoir réalisé avec succès une émission obligataire verte pour un montant de 750 millions d'euros. De son côté, Carmat bondit. Aujourd'hui, son titre gagne plus de 30% au cours de la séance, après que le fabricant de cœurs artificiels ait annoncé la mise en service d'un nouveau site de production. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des ventes au détail du mois d'octobre dans la zone euro. Ils prendront également connaissance des résultats de l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé en novembre aux États-Unis, ainsi que des chiffres du déficit commercial américain pour octobre.
Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prade est à nos côtés, présidente de Picmal Houghton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Adrien Dumas de nous accompagner également. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion et Kevin Lenouaille est à nos côtés également ce soir. Bonsoir Kevin. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur associé chez Avantgarde Family Office. Votre état d'esprit peut-être Céline à l'issue de ce mois de novembre qui s'annonce comme un des mois clés peut-être de cette année 2023, qui a vu se cristalliser dans l'esprit des investisseurs l'idée d'un pivot prochain des banques centrales, l'espoir toujours tenace d'un soft landing de l'économie américaine, qui a participé à ce rallye généralisé du mois de novembre. Quel est votre état d'esprit à l'issue de ce mois de novembre et des anticipations qui ont été marquées au cours de ce mois de novembre? La question étant, jusqu'où l'anticipation de baisse de taux directeurs des banques centrales, jusqu'où la détente des rendements obligataires qu'on peut observer, jusqu'où ces mouvements-là seront-ils bénéfiques pour les actifs risqués, notamment les marchés actions? Écoutez, c'est une excellente question et c'est vrai que nous avons eu une année formidable finalement pour les marchés actions, avec un Nasdaq qui a fait plus 38%, un CAC 40 qui a fait plus de 10%. Donc on peut ouvrir le champagne. Maintenant que cela est fait, la question qui se pose à nous en cette fin d'année, c'est quid de l'année 2024 ? Et pour l'année 2024, moi, mon mot, c'est prudence. Prudence, parce que, à mon sens, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont au rouge en cette fin d'année, auxquels il faut faire attention. Premier indicateur, du côté de l'économie. On en a parlé tout à l'heure, mais on voit que les choses sont en train de se complexifier. On a des chiffres qui sont décalés, mais quand même, on a eu une augmentation du chômage aux États-Unis. On voit que ça fait 7 mois qu'on a des recettes fiscales qui sont en baisse aux États-Unis. On voit que quand on a eu les résultats de Walmart qui sont sortis ou les résultats de Best Buy, ils nous ont indiqué que les consommateurs étaient en train de faire attention à leurs dépenses. L'état d'esprit avait changé. On sait également que toute l'année 2023, on a attendu la récession. Elle n'est pas venue parce qu'on avait de l'épargne qu'on avait accumulée pendant le Covid. Cette épargne, elle était à 2 trillions de dollars. Elle est aujourd'hui autour de 400 milliards de dollars. Donc on sait qu'on a déjà beaucoup été pompé dans cette épargne et que ça va être plus difficile pour l'année prochaine. Donc on a beaucoup d'éléments du côté de l'économie qui sont complexes pour cette année 2024. Ce qu'on sait aussi, c'est que du côté des bénéfices d'entreprise, ça va être plus difficile. Et que là aussi, on a des attentes qui sont élevées. On attend une progression de 8% des bénéfices mondiaux en 2024. C'est beaucoup. Parce qu'on sait que, historiquement, quand on est en récession, on fait -5, -15. On ne fait pas +8. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas du côté des bénéfices d'entreprise attendus pour 2024. Et donc finalement, jusqu'à présent, on a une hausse très importante des marchés actions. Pourquoi ? Parce que 70% des investisseurs attendent une baisse des taux d'intérêt. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, si on s'attend à une baisse des taux d'intérêt en 2024, c'est sûrement parce que l'économie ne se porte pas bien et qu'il faut réinjecter de la liquidité. Mais si l'économie ne se porte pas bien et qu'il faut réinjecter de la liquidité, on n'aura pas plus 8% sur les bénéfices. À l'inverse, si l'économie se porte bien et que finalement tout est rose dans le monde merveilleux de 2024, eh bien les taux d'intérêt ne seront pas aussi bas que ce que nous attendons. Donc on ne pourra pas avoir les deux en même temps. Voilà. Quelle que soit l'histoire de 2024, et je comprends que vous n'êtes pas forcément dans le camp de ceux qui croient dur comme fer au soft landing, pour dire les choses, Céline, mais quelle que soit l'histoire de 2024, oui, c'est ça. Mais même en étant agnostique, vous dites il y a un risque de contre-pied dans ces marchés, notamment après ce mois de novembre qui a vu se matérialiser des anticipations très positives, très ambitieuses. Voilà. Très ambitieuses. Donc à mon sens, prudence, prudence, prudence en cette fin d'année, et donc faites attention. Et si vous avez des titres sur lesquels vous avez, heureusement pour vous, eu une très forte performance, n'hésitez pas à vous poser des questions pour cette année 2024. Voilà. C'est quand même quelque chose auquel il faut faire très attention parce que le scénario auquel on est confronté nous donne, dans les deux cas, quelque chose qui pourrait nous surprendre de façon négative. Et souvenons-nous qu'à l'inverse, quand on est rentré en 2023, on attendait à 60% une récession. Et c'est ça qui a tiré cette hausse en 2023, c'est qu'elle n'a pas eu lieu. Mais donc maintenant, quand on attend déjà à 70% qu'il y ait un soft landing et qu'on a une baisse des taux d'intérêt,
difficile. Voilà. Le marché est peut-être un peu trop gourmand de ce point de vue-là. Comment vous regardez un peu le cadrage macro? En tout cas, quelles sont les réflexions macro là, qui guident les investissements et la stratégie d'investissement pour 2024 chez vous, Adrien? Alors moi, je n'utiliserai pas le mot de prudence, je dirais le mot de sélectivité, parce que je pense qu'effectivement, je partage une partie du constat, mais on a aussi beaucoup de secteurs, ou en tout cas beaucoup de nuages sur lesquels on a un petit peu plus d'éclaircies. Donc dans cet élément d'équilibre entre le ralentissement de l'économie et les taux, on a quand même beaucoup de secteurs qui ont surtout souffert de la perspective de la hausse des taux, alors que ce soit le segment croissance dans son ensemble, mais des secteurs qui ont subi facialement cette compression des multiples, alors que les résultats pour l'instant continuent de plutôt bien se tenir, et avec des tendances séculaires qui n'ont pas été remises en cause, voire même pour certaines qui vont avoir un peu de vent dans le dos sur 2024, voire sur 2025. Donc je ne serai pas aussi générique, je pense que la sélectivité permettra effectivement peut-être de s'en sortir un petit peu mieux. Et je dirais aussi que le rebond du mois de novembre, on le regarde à l'instant T comme un moment de pivot. Il faut surtout se rappeler de ce qu'on vient de vivre en septembre, en octobre, où le nombre de nuages et de questions se sont énormément amoncelés, où en fait progressivement certaines se sont un petit peu dissipées. Le sujet de la dette aux États-Unis, les questions sur l'offre-demande sur la dette américaine, le fait que les taux américains effectivement aient flirté avec les 5%, qui est un peu un seuil psychologique extrêmement important. Voilà, je pense que le rebond, il faut le mettre un petit peu en regard de ça. Je ne pense pas qu'on ait consommé, parce que c'est une autre façon de voir les choses, une partie de l'upside de l'année prochaine. On a juste corrigé un excès. Il y a encore un mur des craintes devant nous de ce point de vue-là, vous dites. Qui sont déjà bien, alors qu'on peut traduire sur le positionnement des investisseurs, qui sont toujours extrêmement prudents. La hausse du mois de novembre, il y a eu peu de longues qui ont participé. Quand on regarde les flux, il y a eu peu de nouveaux flux sur la classe d'actifs actions. Donc on n'a pas l'impression non plus qu'il y ait une euphorie des investisseurs sur cette classe d'actifs. Donc moi je pense que ce scénario il est quand même un petit peu plus positif sur les marchés actions, sur les actifs risqués en général pour 2024. Mais la sélectivité va rester demi. Ça me semble évident. Prudence. Sélectivité. Kevin, si vous voulez ajouter un mot et une pièce dans la machine. Encore une fois, l'idée n'est pas d'avoir peut-être un scénario fort pour 2024, quoique, mais comment on réfléchit justement au jeu macro très ouvert peut-être pour 2024 ? Nous, on précise qu'il est ouvert. Vous avez raison, c'est-à-dire que je vais faire mon Suisse habituel. Vous me connaissez. On est prudent, on est sélectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des thèmes que l'on a défendu auprès de nos clients il y a encore un mois et demi, c'était celui du verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et nous, on avait choisi le verre à moitié plein parce que le marché le choisit. Et en fait, globalement, je m'entends avec tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à boire et à manger sur les deux côtés. On peut regarder n'importe quel pan de l'économie et n'importe quelle clé de la boussole économique. On peut le lire de deux manières, en réalité. On prend le consommateur américain, oui, on a encore une épargne excédentaire qui nous permet justement de soutenir la consommation. Ça, c'est le verre à moitié plein. À moitié vide, on dira, oui, mais c'est le premier quartile qui le détient. Donc en réalité, on a un effet richesse aujourd'hui qui disparaît. Sur l'investissement, c'est la même chose. Sur l'immobilier, c'est la même chose. Et donc, globalement, le trait pour nous, il est plutôt de dire, oui, soyons prudents, soyons sélectifs. On n'a pas de scénario qui est aujourd'hui très différent de ce qui se fait dans le marché, si ce n'est de dire, soyons plutôt timorés sur nos ambitions, parce que on a l'impression que le rebond de novembre a été quand même quelque peu, non pas excessif, mais assez violent, et je m'entends tout à fait avec ce qui vient d'être dit, à savoir on avait un amoncellement de nuages sortir de l'été qui était quand même assez prégnant, et là on a l'impression que l'éclaircie est trop belle, quasiment. Voilà. Donc un peu de prudence de ce côté-là. J'achète également ce côté. Ouais, prudence, sélectivité. Comment est-ce que la prudence s'organise pour vous en matière d'investissement, Céline ? Qu'est-ce qui va caractériser justement votre gestion en vue de 2024 ? Puisque le but d'un gérant, c'est qu'il soit malgré tout investi. Tout à fait. Effectivement, comme le disait Adrien à l'instant fort justement, cette année 2023, elle a été très intéressante parce qu'elle a été faite, on l'a évoqué à de multiples reprises, elle a été composée par deux marchés bien distincts. C'est-à-dire que si on regarde par exemple la performance de ce marché américain en 2023, qui est de plus 17 ou 18% pour le SP500, on a 7 magnifiques qui font plus 68%, et vous avez le SP493 qui fait moins 3%. Donc forcément, on ne peut pas non plus tirer les mêmes conclusions quand on analyse les 493 autres et les 7. Donc c'est là où c'est compliqué. Ce qui est encore plus compliqué, c'est que malheureusement pour nous, si vous avez un indice, vu l'argent qui est aujourd'hui positionné sur les indices actions, si vous avez des indices qui sont sous pression, et malheureusement si vous avez ces 7 magnifiques qui craquent et ces 7 magnifiques qui représentent 30% du SP500, ça va être quand même difficile d'avoir des indices facialement qui vont avoir
une performance positive en 2024. Donc c'est à ça qu'il faut être attentif, parce que je sais que par contre, on parlait des flux sur les actions, il y a eu quand même beaucoup de flux sur les trackers, et ça continue. Donc des flux sur les trackers qui ont été conséquents et qui risquent d'être mis en péril. Donc à mon sens, il faut éviter les trackers et revenir sur de la gestion active et disciplinée en allant chercher les titres qui ont souffert en 2024, en 2023 pour se positionner pour 2024. Et donc effectivement, il y a quand même tout un champ des possibles dans les 493 autres aux États-Unis, mais également en Europe ou dans le monde entier, parce que pareil, si vous regardez les indices actions mondiaux hors États-Unis, leur valorisation depuis 2008 n'a pas évolué en cette fin 2023. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a quand même un champ des possibles à explorer en dehors des États-Unis, qui représentent aujourd'hui 61% des indices mondiaux. Oui, bien sûr, les Donc deux il y a tiers, quelque chose à regarder ailleurs qu'aux États-Unis et ailleurs que les 7 magnifiques. C'est là qu'il faut chercher. Pourquoi est-ce que les chances sont importantes aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la diversification pourrait à nouveau être récompensée? Parce que ça fait un moment qu'on entend ce discours-là, tout à fait légitime, Céline, mais c'est vrai que la concentration dans le même temps n'a fait que grandir. On reparle de l'époque Nifty 50 désormais. On atteint des métriques de concentration et de pondération dans les indices qu'on n'a pas vu depuis des décennies. Ou même qu'on a... ou même peut-être jamais. En fait, si vous regardez la concentration du marché action depuis 1929, aujourd'hui, on a dépassé 2000, qui était notre précédent pic de concentration. Et donc on se rapproche de ce qu'on avait connu au moment de la crise de 29. Donc on a un niveau de concentration qui n'a jamais été atteint. Et donc effectivement, on sait quand même... Et il y a l'idée que ça se termine toujours assez mal ? Oui, c'est 100% là. Donc si vous avez une probabilité... Alors vous pouvez jouer, si vous voulez jouer contre ces probabilités-là, mais... la probabilité n'est pas avec vous. Voilà. C'est pas nous, notre métier, c'est quand même de faire des investissements. C'est pas de jouer au casino. Donc des investissements rationnels en essayant d'avoir les probabilités avec nous. Donc aujourd'hui, la probabilité, elle est contre nous si vous allez sur ce positionnement-là. Après, effectivement, et si on creuse de façon plus approfondie, vous avez également les fondamentaux qui sont pas avec vous, parce que si vous regardez par exemple une société comme Apple qui a eu des ventes en baisse pour le 4e trimestre consécutif au 3e trimestre, ou que vous regardez Tesla qui a eu également des profits qui étaient en baisse au dernier trimestre, vous avez des métriques qui ne vous sont pas favorables non plus, du côté de la valorisation, du côté des fondamentaux, donc les choses deviennent un peu compliquées. Voilà. Donc effectivement, ça devient compliqué, mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses à regarder, notamment donc ailleurs. Et par exemple, vous avez un secteur qui peut être intéressant, si on est prudent et qu'on ne veut pas prendre de risques à considérer, il y a des sociétés comme Merck ou Johnson & Johnson qui vont être avec des valorisations qui défient longtemps. Une société comme Merck ou Johnson & Johnson, on est à moins 10%. Sur l'année 2023, on est avec une valorisation qui doit être à 11 ou 12 fois, un coupon qui va être autour de 3%, et il y a Johnson & Johnson qui a commencé à annoncer son Investor Day, qui dit on va faire une croissance de 6 à 7% pour les ventes. Alors c'est pas extraordinaire. Non, mais c'est mieux que la croissance mondiale, C'est quand même bien, et quand on est à 10 ou 11 fois, et c'est pas une société qui va faire faillite demain. Intéressant le secteur de la pharma, parce que là aussi, phénomène de concentration. Si vous n'aviez pas Lilly et Novo, vous ne faisiez pas la perf. Tout à fait. Donc regardons ailleurs, et quand vous regardez ailleurs, il y a pas mal de pierres qui peuvent être tournées dans des secteurs qui ne sont pas pour autant extrêmement risqués, et on n'a pas besoin de faire des paris macroéconomiques importants. Je sais que l'investissement action se voit sur un horizon long terme. 5 ans et plus, c'est quand même souvent ce qu'on recommande. Ce que vous décrivez là, c'est quelque chose qui peut payer l'an prochain, Céline ? Je le pense, oui. Oui, j'entends. Oui, effectivement. Il y a un schéma de marché, il y a une psychologie de marché qui sera plus favorable. Mais comme on disait tout à l'heure, au 493 plutôt qu'au 7 magnifique. La probabilité qu'on continue sur de l'irrationalité avec une neige, avec une glace aussi peu épaisse, la probabilité n'est pas avec vous. Voilà. Bon, les 7 magnifiques contre le... On se donne rendez-vous dans un an. Avant, j'espère. Avant, quand même, Céline. Les 7 magnifiques contre le reste du monde. Et l'idée de la diversification. Je dis ça d'autant qu'on vient de saluer, ou en tout cas marquer la disparition de Charlie Munger. C'était quand même le grand mantra de Berkshire Hathaway et de Warren Buffett. C'est l'anti-diversification.
un portefeuille le plus concentré possible sur les convictions les plus fortes. Ça a été quand même la manière dont ils ont géré Berkshire Hathaway pendant 50 ans et plus. Donc il y a un vrai débat sur cette question-là. Oui, mais enfin, avec une vraie diversification à la fois géographique, sectorielle, voilà, une lecture des business models un peu plus fine que il y a un secteur qui est quand même très technologie, qui porte aussi quand même des stigmates au-delà même du fait que ce soit de la concentration. Moi, je regarde les 7 magnifiques comme surtout 7 entreprises qui ont quand même à peu près les mêmes caractéristiques. C'est des grosses marges, des gros générateurs de cash flow, des bilans qui sont cash net. Donc ça ressemble un peu à un îlot de tranquillité dans une période macroéconomique qui a été compliquée à lire, où les sujets de taux et d'inflation ont bousculé un peu les lectures qu'on pouvait avoir secteur par secteur, et on s'est dit, voilà, c'est un îlot de tranquillité, on va passer 2023 comme ça, on ouvrira le capot, j'allais dire, à la fin de l'année pour regarder comment on se projette. Et c'est un peu ça le sujet. Et je partage totalement l'idée que normalement, on devrait ouvrir une période, on va pouvoir regarder autre chose et s'extraire un peu de cette prudence à accompagner juste des gros générateurs de cash flow en disant le contexte de taux et d'inflation est trop compliqué pour que je regarde autre chose. Donc pour moi, c'est ça le driver principal de l'intérêt de la sélectivité, du stock picking. C'est intéressant parce que vous dites, Adrien, la prudence en 2023 conduisait les investisseurs à être investis et surpondérés sur ces 7 magnifiques. La prudence de 2024, telle que nous l'a décrit Céline, c'est justement d'aller regarder dans le reste du marché. Oui, parce que la prudence a changé de facette. La prudence, c'était pas juste c'est le stress de taux et d'inflation. Là, on a plutôt un scénario qui se dessine sur une désinflation et une baisse de taux. Donc, on va peut-être avoir déjà un peu moins d'exigence et un peu plus de volonté de prendre du risque et d'aller chercher des choses un petit peu plus différentes. En tout cas, c'est comme ça qu'on le regarde. Les Magnificent Seven, il y en a certaines qu'on a eues en portefeuille. La majorité, effectivement, sont plutôt sorties sur des exigences effectivement de valorisation et d'exécution. Quand on regarde les 7 froidement, je suis d'accord qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui ont effectivement surpris positivement tout au long de l'année sur leur qualité d'exécution, peut-être à part Microsoft. Les autres, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Non, mais ce qu'on expliquait pour Apple, alors là, qui remonte un petit peu, mais c'est que Apple, avec le cash disponible qu'ils ont et la rémunération du cash, c'est quasiment chaque trimestre 1 milliard ou 1,5 milliard de résultats automatiques grâce aux 5% de rendement ça, c'est le scénario sur le 2023. cash. Quoi. Voilà, pour moi, ça, c'était le scénario 2023. Et dans le reste du marché, même avec l'idée d'un ralentissement économique, d'un bas de cycle qui est encore devant nous, notamment aux États-Unis, on trouve quand même des dossiers avec des risk-reward intéressants aujourd'hui, y compris dans une partie un peu cyclique, peut-être même du marché ou de la cote. Alors oui, on peut aller regarder dans les cycliques, plutôt des cycliques avec des backlogs importants, qui sont soit très bénéficiaires des plans budgétaires ou structurants un peu aux États-Unis, tout ce qui est autour de la transition écologique, du plan IRA, où on en reparlera, peut-être la campagne présidentielle va mettre de la volatilité, mais dans l'ensemble, on a l'impression en tout cas d'avoir un peu de visibilité. Mais oui, je partage même des secteurs à plus forte visibilité traditionnelle ou moins cyclique, la santé ou les équipements médicaux. Les équipements médicaux, c'est un secteur qui depuis 3 ans a subi la hausse du Covid, depuis un désamour complet, du déstockage qui a duré 12 à 18 mois, du coup des pressions sur les prix. Voilà, on a l'impression que là aussi on va retrouver quelque chose d'un peu plus normalisé et on va être capable d'aller payer un peu plus cette croissance structurelle qu'on n'a pas vraiment vue dans les chiffres et surtout comparé au reste d'industries qui bénéficient de l'inflation, qui ont affiché des taux de croissance un peu surgonflés par un effet prix qui a été extrêmement porteur. Donc le relatif de croissance, il va devenir beaucoup plus favorable au secteur structurellement de croissance. Et c'est certainement là qu'on aura effectivement des opportunités et des potentiels de revalorisation aussi importants, parce que c'est des secteurs qui ont énormément souffert en termes de multiples. Kevin, sur l'idée de la diversification, déjà le point sur les 7 magnifiques, est-ce qu'il faut s'en éloigner le plus possible? C'est difficile quand même de se dire qu'on n'en veut plus du tout et qu'on n'en aura plus pour 2024, mais est-ce qu'il faut s'en éloigner le plus possible et comment vous regardez effectivement l'idée d'une diversification au-delà de ce qui a marché en 2023? S'en éloigner, oui, on le fait, mais on le fait toujours en gardant finalement une pondération action malgré tout qui reste la même. Donc globalement, on s'en éloigne, mais on garde la même poche. On s'en éloigne sur les 7 magnifiques pour les raisons qui viennent d'être soulevées. Je m'entends un peu moins sur les raisons de valorisation, globalement, que ce qui a été dit, ou à part certains sujets un peu particuliers type Apple qui ont été sortis de nos portefeuilles, globalement sur... Parce que trop cher ? Parce que trop cher, en historique et avec un ralentissement malgré tout qui nous semble assez viable dans les prochains trimestres, voire une concurrence renforcée dont on ne parle jamais puisqu'on a cette habitude d'avoir en fait la grande marque dans le dos. Donc à part certains sujets comme ceux-là qui sont évacués, les autres ont été maintenus parce que la valorisation ne semble pas excessive, au contraire. Sur du Amazon, sur du Microsoft, aujourd'hui on ne voit pas d'excès de valorisation. On va mettre de côté la période Covid évidemment, mais lorsqu'on trace un plus grand trait, aujourd'hui par rapport à 2009, il n'y a pas de grands excès qui sortent finalement des bornes et qui nous incitent à sortir les dossiers, parce que globalement aussi, la concentration qui a été notée tout à l'heure, c'est une concentration qui, au regard de l'historique par exemple, s'entend maintenant avec des marques qui sont beaucoup plus prégnantes et beaucoup plus fortes qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans par exemple, quand on parlait de la concentration, me semble-t-il. Donc ça, on les maintient en portefeuille. En tout cas, j'allais dire, on
On les raye pas du tout. Voilà, très concrètement. Est-ce qu'on va réintégrer d'autres secteurs ? La réponse là aussi est oui, parce que en effet, la concentration malgré tout a laissé de côté certains secteurs au sein de la cote, et ça nous semble globalement assez intéressant de s'y repencher. On parle de santé, évidemment, on est concerné par cela. On parle de utilities également, nous, avec nos clients aujourd'hui. C'est un secteur qui n'est pas extrêmement, j'allais dire, très attrayant sur le papier. C'est pas des sujets qui sont aussi parfois sexy, si vous me permettez le terme, que certaines techs. Malgré tout, on a des valorisations aujourd'hui qui sont pas forcément très excessives. On a au contraire justement un peu des sentiments de cash flow qui sont là au contraire assez fournis, et on a au contraire des endettements qui étaient très sous pression du fait de la hausse d'été et qui aujourd'hui pourraient être vus de manière totalement différente. On a des bilans qui restent relativement sains, on n'a pas d'excès d'endettement sur certaines. Oui, donc des secteurs assez tranquilles. Oui, absolument, absolument. Prudence malgré tout. Oui, je retiens bien, effectivement. Est-ce que, alors je réfléchis aussi, je regarde ce qui s'est passé au mois de novembre. On a vu le secteur de l'immobilier coté rallier très puissamment. Est-ce que là, c'est quelque chose, effectivement, qui peut faire partie d'une stratégie 2024, dans le sens où, effectivement, la baisse des taux, typiquement, va profiter en premier lieu à ce genre de secteur lourdement endetté. Vous mettez le doigt sur un débat qui n'est pas tranché chez nous, très concrètement. Je vais prendre position contre certains du comité, mais ma réponse est pour l'instant non. Très concrètement, c'est un segment, nous, qui en tout cas, moi, me laisse quelque peu de marbre, aussi parce que on est passé rapidement sur le sujet macro, mais globalement, quand on parle de soft landing, on parle quand même d'un landing, on parle d'un atterrissage. Il me semble que le plus dur n'est pas passé de ce point de vue-là, et qu'on a quand même un effet de distorsion dans le temps assez important. Sur l'immobilier, je ne suis pas convaincu qu'on ait vu toute l'ampleur de la baisse, notamment en Europe. Aux États-Unis, on peut en reparler, on a des effets qui sont encore un peu différenciés. Donc très concrètement, l'immobilier, non, aujourd'hui. Je comprends. Voilà. En termes de diversification, j'ai compris, donc les 493, au-delà du marché américain, alors ça peut concerner l'Europe, mais ça peut concerner également les émergents. Céline, vous êtes un fonds action global. Alors, les émergents, il faut commencer à distinguer, évidemment, chaque cas est particulier, mais il y a surtout le monde émergent en intégrant la Chine, et le monde émergent en mettant la Chine de côté. Tout à fait. Et donc effectivement, en dehors de la santé que j'ai mentionné tout à l'heure et du SP493, il y a deux thèmes, à mon sens, auxquels il faut être attentif pour l'année prochaine. Un premier, c'est les métaux précieux. On n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais on a quand même assisté à un rebond de l'or de 11% sur cette année 2023. Et on voit que depuis début octobre, il y a quelque chose qui s'est enclenché avec l'or qui est passé autour des $2100 l'once. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, auquel il faut être attentif. Parce que quand on parle d'un monde dans lequel il faut de la prudence, dans un monde dans lequel on ne sait pas où nous allons, et on parlait des émergents à l'instant, 50% de la demande d'or aujourd'hui vient de Chine et d'Inde. Ce sont les marchés aujourd'hui qui sont porteurs. On parle des achats des banques centrales ou on parle d'achat pour les personnes physiques qui s'inquiètent de leur avenir, qui veulent épargner pour le futur, etc. Dans un environnement géopolitique incertain quand même. On n'en a pas non plus parlé depuis tout à l'heure, mais on est en face d'un environnement géopolitique qui est extrêmement obscur. Donc dans cet environnement obscur, on voit un réflexe dans ces pays émergents vers l'or. Et comme les pays émergents représentent un pourcentage de la population de plus en plus élevé, effectivement, ça nous fait une demande importante. Et l'autre demande, sur l'or, les banques centrales. Et les banques centrales, on a une augmentation de 14% de la demande de la part des banques centrales en 2023 sur les 9 premiers mois de l'année, là aussi en raison de ce contexte géopolitique plus incertain, parce que on ne sait pas de quoi demain va être fait, notamment du côté des États-Unis et du côté du dollar. Et donc, on assiste à un renforcement de transactions hors dollar, avec notamment un étalon or qui avait été utilisé par le passé. Mais cela étant dit, ce qui m'intéresse du côté des sociétés minières cotées, alors c'est ça, notamment Barrick, par exemple, pour en parler d'une en particulier. Barrick Gold, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une société pour laquelle vous avez une augmentation de la production de 30% entre maintenant et 2030. Donc quand on cherche de la croissance, j'ai de la croissance. Dans un environnement où il n'y a pas eu d'investissements qui ont été faits pour explorer des métaux depuis au moins 15 ans, parce que contrainte ESG, parce que hausse des taux d'intérêt, et donc les juniors notamment ne peuvent pas aller explorer de nouvelles ressources. Donc pas d'exploration. Eux, ils ont une augmentation de leur production et baisse des coûts d'exploration qui ont commencé au dernier trimestre, 1,1% pour Barrick lors du dernier trimestre, et ça va continuer
au Q4 encore plus fort et en 2024 encore plus, parce que une meilleure maîtrise de leurs coûts dans un environnement où l'inflation est mieux maîtrisée aujourd'hui. Donc on a une augmentation de la demande, une offre qui est limitée, des coûts qui sont maîtrisés et donc des bénéfices qui sont en pleine progression et une société qui se valorise à 10 fois. Donc c'est un cocktail qui, à mon sens, fait du sens pour des investisseurs qui veulent un positionnement différent pour 2024. Et c'est donc ça, intéressant. Ouais, non mais les minières, ça m'intéresse parce que qu'est-ce qui caractérise l'investissement en actions dans des minières aurifères, en l'occurrence, par rapport à quelqu'un qui prendrait un tracker sur l'or, etc. Dans un fonds comme le vôtre, il faut être investi en actions, c'est ce que je comprends, Céline. Mais il y a un intérêt à être sur des minières plutôt qu'à être sur de l'or papier tel qu'on peut le jouer assez facilement sur les marchés. Sur une société comme Barrick, vous allez non seulement avoir de l'or, mais vous avez aussi du cuivre. D'accord. Donc vous allez pouvoir profiter effectivement de cet élan potentiel sur l'or physique, mais vous allez également profiter du fait qu'on parlait tout à l'heure de la transition énergétique. On sait tous qu'on a bien beaucoup de cuivre qui va être demandé et qu'on a un manque patent de cuivre d'un point de vue mondial. Donc vous allez pouvoir en profiter parce que dans chaque mine d'or, vous avez également du cuivre. Voilà. Donc ça vous permet de profiter sur ces deux tableaux-là en même temps et de profiter également de l'écartement des marges entre l'écartement entre le coût de production qui reste fixe et vos gains qui eux profitent de l'expansion des cours. D'accord. Donc ça vous avez du levier. Le thème des précieux à travers les minières. Voilà. Donc ça c'est l'or avec du levier, on va dire. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Et la deuxième partie qui me semble intéressante dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement les émergents sont au plus bas en relatif par rapport aux États-Unis. Donc il faut retourner à 2000 pour avoir un tel écartement de valorisation. Les émergents avec la Chine. Les émergents avec la Chine. D'accord. Effectivement, la Chine, c'est encore pire. Ouais. Mais donc, dans les émergents, il y a deux choses intéressantes. Puisqu'on parlait des minières, l'Amérique latine, en général, se porte bien quand les matières premières se portent bien. Et on voit d'ailleurs que le Brésil est à plus 22% cette année. Donc ça, c'est un marché qui me semble intéressant et qui a une profondeur avec des sociétés intéressantes. Et puis, moi, je continue à penser qu'on ne peut pas penser investir aujourd'hui pour le monde de demain en pensant que la Chine n'existera pas. Voilà. Donc je persiste et signe à investir en Chine. Ouais. Sentiment très négatif sur la Chine. Bon, on verra ce que donne cette grande conférence. J'ai l'impression qu'il y a des attentes quand même sur l'idée quels sont les objectifs que va se fixer la Chine l'an prochain. Il y a eu beaucoup d'espoir en début d'année sur la Chine, assez vite déçu. On arrive en termes de cette année avec un sentiment très négatif. Est-ce qu'il y a la possibilité de revoir des espoirs effectivement naître autour de la Chine pour 2024 ? Bon, sur le thème émergent, Adrien, est-ce que c'est une bonne source de diversification effectivement pour 2024 ? Et puis là aussi, la question de la taille des entreprises peut être aussi un outil de diversification. On parle des 7 magnifiques ou même des 480, enfin du S&P 500. Il y a aussi tout ce qui concerne les entreprises de taille intermédiaire ou de plus petite capitalisation encore. Tout à fait. Alors pour répondre sur la question des émergents, moi je pense que ce qu'on oublie un peu, c'est que dans la tête des investisseurs américains, c'est une prime géopolitique qui n'a fait qu'augmenter. Et pour la majorité, en tout cas pour côtoyer de temps en temps des gros investisseurs américains, investir en Chine aujourd'hui, c'est un sujet géopolitique beaucoup trop complexe. Alors, sans parler des règles extra-financières qui finissent aussi par souvent pénaliser ce genre de géographie, quand vous avez un nouveau président en Argentine, la situation qu'on connaît dans certains pays, plus la Chine qui a, d'un point de vue diplomatique, mais d'un point de vue même militaire, clairement musclé son jeu, il y a des enjeux effectivement d'investisseurs qui se posent par rapport à ces géographies. Donc une partie de la décote, elle s'exprime certainement en partie à cause de ça. Effectivement, alors qu'on avait un scénario 2023 qui était très positif sur la Chine, les flux ont été quasiment négatifs toute l'année sur cette zone géographique. Et ce potentiel de flux, il s'est structurellement réduit aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de flux qui reviendront sur la Chine, mais en tout cas, en taille, il y a des flux qui ont structurellement disparu de cette zone-là. La Chine réfléchit à le compenser. Il y a, comme notamment dans les enjeux de réforme, il y a la volonté de développer des 401K pour toutes les entreprises chinoises. Donc c'est l'épargne retraite des Américains, exactement. C'est ça Et donc côté chinois, on déploie ce genre de dispositif pour que les PER chinois, effectivement ouvrent et achètent des A-shares sur la cotation chinoise, ce qui pourrait être un flux intéressant pour le pays. Mais dans l'ensemble, je pense que oui, cette prime géopolitique, elle reste là, d'autant plus qu'on a cette démondialisation, ces enjeux géopolitiques qui sont quand même de plus en plus prégnants et qui, si Donald Trump revient, enfin en tout cas est particulièrement présent dans la campagne présidentielle, vont à mon avis continuer à mettre de la volatilité sur ces sujets et sur ces enjeux. Donc pour l'instant, par rapport à ça, on reste assez prudent. Le pays émergent qui nous a beaucoup plu, qui continue à nous plaire, c'est l'Inde, pour un sujet de base industrielle internationale.
c'est quand on regarde froidement et quand on constate que Apple et Tesla viennent de quasiment décider que leur prochaine plateforme de production c'était l'Inde, je pense que c'est un signal assez important sur un pays qui, sous l'angle géopolitique en tout cas, a l'air un petit peu plus safe que les autres, avec une démocratie dont on peut discuter, mais qui en tout cas est peut-être un peu plus lisible que certains autres pays émergents, et avec un enjeu d'inflation qui a été très bien géré. Alors là encore, avec des enjeux géopolitiques parce que c'était des accords bilatéraux, notamment avec la Russie, qui ont permis de beaucoup limiter l'inflation sur l'importation des prix des matières premières, mais certainement une économie qui a un potentiel et de devenir une plateforme d'exportation assez intéressante dans ce monde un peu changeant de cette géopolitique. Ça peut être un point d'ancrage. Oui, assez intéressant. En Asie du Sud-Est, ça le devient clairement. L'alternative de la Chine pourrait effectivement, sur certains aspects industriels, devenir l'Inde. Puis avec un savoir-faire d'ingénierie et aujourd'hui des compétences et un niveau d'éducation de la... Ça a bien marché déjà l'Inde. Enfin, oui, ce qu'on dit là, déjà cette année. Oui, c'est ça. Mais alors, beaucoup tiré par une partie de construction d'indices qui est très liée en dérivée seconde de l'intelligence artificielle, puisqu'il y a beaucoup de consulting, IT services dans la bourse indienne, et aussi parce que la consommation est extrêmement bien tenue du fait d'une inflation qui reste extrêmement basse, grâce notamment à ces accords bilatéraux signés avec la Russie. Mais oui, on considère que c'est un pays qu'il faut continuer à regarder de près. Et un peu sur la même idée, je trouve que d'un point de vue géopolitique, le Japon aujourd'hui fait office un peu de nearshoring et de friendshoring pour beaucoup d'économies. Et elle donne un peu l'impression d'être un petit peu en dehors des enjeux géopolitiques et de pouvoir continuer à se déployer aussi bien, en tout cas les industriels japonais réussissent plutôt bien à continuer à se déployer, à se développer, à gagner des parts de marché sur le sol chinois, mais aussi travaillent largement avec les industriels américains, surtout les enjeux de l'Inflation Reduction Act. On voit beaucoup d'industriels japonais venir investir sur le sol américain. Et ça, c'est un argument sur le Japon qui est fort et qui va au-delà de ce que fera la Banque du Japon dans les prochains mois, les prochains trimestres. Cette année, le Japon, tout le monde s'est emballé, mais quand on le regarde en euros selon les trébuchants, c'est pas grandiose. La dévaluation du yen, elle est quand même assez impressionnante cette année. Donc nous, on considère qu'on est quand même pas très loin du bout sur cette dévaluation, en tout cas par rapport à d'autres paniers de devises, et donc que le Japon en tant que tel pourrait devenir une plateforme intéressante en termes de performance l'année prochaine. Oui, c'est ça, sans être obligé de se couvrir sur la devise. Ce qui est un peu nouveau quand même. Oui, effectivement. Pour finir sur les petites capitalisations, là, alors il y a beaucoup d'indicateurs qui flashent vert. On est sur la 3e année consécutive de sous-performance, entre 8 et 10% par an. Plus on descend en taille de capitalisation, plus c'est violent. Donc les mid ont fait moins bien que les large, les small ont fait moins bien que les mid, les micros ont fait encore moins bien que les small. Les flux ont été absents complètement, voire avant de face clairement sur toutes ces tailles de capitalisation. Il y a un indicateur qui le traduit très bien, c'est le rendement. C'est la première fois que le rendement des small mid est supérieur au rendement des large cap. C'est quoi, 7-8% de rendement, c'est ça Alors après, je suis d'accord, il y a des enjeux de est-ce que nos attentes de résultats sont pas un peu trop hautes. Il y a des enjeux d'économie domestique qui sont importants. Les coûts de financement et les détérioration de conditions de financement pour les petites capitalisations, pour les petites entreprises, les indicateurs sont quand même pas très bien orientés, notamment aux États-Unis. Donc peut-être que la baisse des taux va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais pour construire une allocation à long terme, on considère que c'est pas un mauvais moment pour regarder ces classes d'actifs. Là aussi, il faudra de la sélectivité. Là aussi, il faut faire attention à la qualité des bilans, mais c'est certainement... Et ça devient un risque de ne pas avoir de small cap aujourd'hui dans une allocation globale. Pour 2024, c'est quelque chose de diversifiant et de différenciant en termes de performance. C'est des segments de marché qui vous intéressent Complètement, absolument. Alors, je vais passer tout en revue. L'or est l'un des rares qui nous intéresse pas aujourd'hui. Ah, d'accord. J'en suis navré. Mais les minières aurifères peuvent s'entendre. Donc ça a de l'intérêt. Sur l'or, typiquement, on n'est pas acheteur et on ne l'est pas structurellement du fait justement des banques centrales qui jouent dans le jeu de quilles, en réalité qui nous gênent considérablement. Et l'épisode ukrainien, enfin russo-ukrainien, typiquement pour nous a montré le fait de ne pas s'exposer à l'or, si ce n'est par des minières encore une fois, donc du tracker or par exemple, aujourd'hui plutôt à exclure de nos portefeuilles. Sur l'épisode ukrainien, très concrètement, vous aviez deux principaux acheteurs avant le conflit, qui étaient notamment la Banque centrale de Russie, un peu les autres banques centrales, notamment la Thaïlande en Asie. Évidemment, sur le conflit, vous devez soutenir le rouble. Que faites-vous ? Vous larguez vos réserves. Ça a créé une pression fantastique sur l'or. On a eu un léger push de l'or au moment du début du conflit. Dans les jours qui ont suivi, c'est refadé. Donc pas mal de méfiance de ce côté-là, mais les minières ne rentrent pas évidemment dans ce cadre-là. Oui, on parle d'entreprise. Oui, bien sûr, bien sûr. Sur la partie émergente, on n'arrive pas à repasser le cap pour une bonne raison, c'est que la Chine aujourd'hui joue beaucoup en effet dans nos réflexions. La difficulté en effet pour la Chine, c'est la difficulté géopolitique. Il ne nous semble pas que la difficulté justement soit passée et comme ça a été dit, les élections qui arrivent face à nous pourraient en plus remettre entre guillemets, j'allais dire du sel sur la plaie, on va le dire comme ça. Et donc aujourd'hui, on n'a pas du tout envie de se battre sur le flux international contre le flux international. L'Inde qui a été signée,
On se pose aujourd'hui la question justement de son attrait réel en interne. Et on se demande justement quelle est la part justement de la dérivation de flux qui a été faite de la Chine vers l'Inde qui pourrait expliquer le soutien. Et donc de ce point de vue-là, on a très envie d'avoir de l'émergent en portefeuille. On n'en a pas par un vœu sûrement de prudence excessif parce que potentiellement on va passer à côté de quelque chose. Mais en termes de prudence pour nos clients privés, c'est trop tôt de ce point de vue-là. Ça dépend aussi beaucoup du profil de clientèle, de la typologie de clients. Il y a des clients aujourd'hui qui ne veulent pas prendre ce risque chinois ou ce risque émergent. Sur la partie entreprise de taille moyenne, de petite capitalisation même, là aussi, est-ce qu'il y a un regain d'intérêt ou en tout cas, est-ce qu'il y a l'idée de se dire que c'est une opportunité d'en avoir en vue de 2024 ? Oui, c'est une opportunité. Alors, c'est une opportunité un peu syndrome de Stockholm parce qu'on n'a pas lâché nos positions. Très concrètement, donc on fait partie de ceux qui avons un peu abaissé le bêta il y a quelques mois, certes, mais malgré tout, on a encore des positions small et mid qui sont en souffrance. Et donc, oui, évidemment, sur les niveaux de valorisation actuels, sur certains dossiers avec un fort picking malgré tout, on se voit non pas obligé de revenir, mais la tentation est beaucoup trop forte. De là à estimer que le plus dur soit passé, là encore une fois, j'ai l'impression que c'est peut-être encore un peu trop tôt de ce point de vue-là. On pensait déjà que c'était le cas cet été, avec beaucoup d'insistance. Régulièrement. On s'est pris les pieds dans le tapis, c'est pour ça que j'évoque un petit peu le syndrome de Stockholm. Oui, très concrètement sur les dossiers à moyen terme, c'est une porte d'entrée qui nous semble vraiment très avantageuse. Donc oui, malgré tout, on parlait tout à l'heure de late cycle, etc. Les smalls, notamment les smalls en tout cas, sont absolument pas des actifs de fin de cycle, ou en tout cas de ralentissement, me semble-t-il. Donc on a envie, mais comme un vœu pieux. Donc oui, on les maintient en portefeuille, on renforce certains dossiers, parce que quand on voit certains dossiers sur les publications, même ceux qui se tenaient bien, qui reculent de 15%, j'en ai certains en tête il y a quelques semaines, bien évidemment, oui, on se repositionne dessus, mais avec beaucoup de prudence, là encore. Céline, le facteur taille, ça, alors vous êtes plutôt large cap global, c'est ça, dans votre gestion, mais est-ce qu'il y a l'idée quand même d'aller chercher des tailles jusque là où vous pouvez aller, peut-être un peu moins importantes que des grandes capitalisations. Il y a des dossiers comme Nexans, par exemple, qui a un dossier qui a baissé cette année, qui a eu quelques secousses, qui nous a semblé intéressant pour le rentrer. Donc oui, il y a toujours des choses. Mais comme on le disait depuis le début de cet échange, il faut faire extrêmement attention et regarder dossier par dossier. À mon avis, ça va plus être ça le maître mot pour 2024. C'est même au-delà de la géographie, de la taille ou du secteur, parce que si on va dire par exemple le secteur de la santé, dedans vous pouvez avoir, comme on disait tout à l'heure, Lilly et Merck. Si je regarde dans les small caps, je peux avoir Nexans, c'est une société qui est très endettée et qui va avoir des problèmes de crédit. Donc voilà, et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on a dans chaque poche dans lesquelles on investit et se faire l'avocat du diable pour se dire voilà, si le scénario n'est pas celui auquel je m'attends l'année prochaine, est-ce que ça ira ou pas? Voilà. Un mot de Trump, effectivement, Adrien. Non, mais moi, j'ai en tête une étude, une recherche que vous avez faite sur l'ARA, en démontrant que, et ça, c'est sans doute un coup politique génial de la part de l'administration Biden, ils ont verrouillé des subventions importantes liées à l'ARA dans les États les plus républicains. Exactement. Est-ce que ça prémunit déjà pour des investisseurs qui s'intéressent à l'investissement, parce que Trump, on sait que voilà, tout est ouvert, tout est possible. Mais sur une partie importante, est-ce que ça prémunit quand même, ça garantit quand même l'idée que un socle de la stratégie américaine ne changera pas avec l'arrivée potentielle à nouveau de Trump à la Maison-Blanche? Oui, alors moi j'ai envie de répondre oui pour deux raisons. La première, c'est que le plan IRA, ce n'est en fait que le déploiement de la vision Make America Great Again de Donald Trump. C'est la relocalisation, le reshoring, la maîtrise des technologies et l'indépendance vis-à-vis de la Chine. Ça colle parfaitement au narratif Normalement, trumpiste. C'est à peu près en ligne. Après, effectivement, Donald Trump fait souvent campagne face à l'administration précédente en tapant sur le plan emblématique. On se souvient du Obamacare, qu'il a voulu démanteler totalement, d'ailleurs, dont il n'a pas réussi. Et on est un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'en fait, le plan maintenant est déjà tellement déployé, tellement présent, avec des enjeux locaux extrêmement importants, que ça va être difficile de revenir en arrière.
Mais par contre, la rhétorique risque d'être quand même assez agressive. Donc il va y avoir de la volatilité sur ces thèmes liés au IRA, sur toutes ces industries qui bénéficient de ce plan. Effectivement, je ne vois pas une grosse remise en cause potentielle. On avait eu un peu la tentative de mettre ça autour des débats au moment des midterm elections, où il avait fallu faire des coupes dans les budgets. Et il y avait 2-3 républicains qui avaient commencé à mettre le plan du IRA sur la table. Et très très vite, effectivement, les élus locaux ont dit non mais vous vous rendez pas compte l'impact que ça a nous dans la redynamisation qui arrive là. Voilà, dans la création d'emplois locaux et la redynamisation de certains États. Donc ça va être au cœur des débats, c'est évident. Jusqu'où va apporter la rhétorique, c'est une question. Est-ce qu'il peut aller plus loin que l'IRA? C'est possible aussi, parce que s'il a une posture encore plus anti-chinoise, on pourra aller plus loin que certaines mesures qui pour l'instant laissent encore dans certaines industries le recours à certains industriels ou technologies chinoises. Mais c'est sûr que ça va mettre de la volatilité, ça c'est évident. Bon. On suivra ça, effectivement. Le jeu est ouvert là aussi, peut-être pour l'élection américaine. Il n'y a pas que l'élection américaine. C'est un calendrier intense d'élections et dans le monde émergent, notamment, je crois que c'est même un calendrier historique en termes d'intensité de vote dans les 12 prochains mois. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Adrien Dumas, Mandarine Gestion, Céline Picmal-Prade, Picmal Houghton Investments et Kevin Lenouaille, Avant-Garde Family Office étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Nous allons parler justement ce soir de la gestion thématique en général et du thème de la sécurité, de la safety en particulier avec Mathieu Rollin qui est gérant chez Thematics Asset Management. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Grégoire. Et vous pilotez notamment la stratégie, le fonds dédié à la safety qui s'appelle Safety chez Thematics AM Mathieu. Un mot quand même de l'ambiance générale au terme de cette année 2023 pour la gestion thématique, notamment après une année 2022. Je rappelle, la gestion thématique assise sur les grandes tendances séculaires, les méga trends, c'est des gestions qui sont globales, multisectorielles, appuyées sur ces grandes tendances démographiques, de consommation, etc., de digitalisation également. Plutôt des thématiques donc de croissance séculaire, comme on dit. Ouais. 2022 a été une année très dure pour la gestion thématique. Peut-être la plus dure depuis que la gestion thématique a pris la place qu'elle a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette année 2023 après l'année 2022 qu'on a connue? 2022, c'était l'année horrible. C'est-à-dire qu'on avait tous les vents contre nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marchait quand on a vu l'inflation et la hausse des taux? Tout ce qui était value. Donc les materials, les matières premières, l'énergie, un peu de financière, les banques, assurances, etc. Structurellement, on n'est pas exposé à ce secteur-là. On n'est pas exposé à ce type d'entreprise. Donc déjà, il nous manquait ça. Et en plus, le marché s'est dit, tiens, pour financer ces achats, je vais aller vendre les sociétés de qualité, bonne visibilité, croissance, tout ce que nous, on aime bien, tout ce qui fait l'essence de nos portefeuilles. Et donc, tout a été vendu massivement, sans faire trop attention à la qualité des fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a eu un mouvement de vente massif, mais que moi, quand je regardais les fondamentaux de mes entreprises, je disais, mince, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, les fondamentaux sont bons, mes rythmes de croissance ne sont pas impactés. On parlait d'inflation. Moi, la plupart de mes entreprises, toutes les entreprises dans mon portefeuille, avaient plutôt soit des marges stables, voire en légère hausse, parce qu'elles ont ce fameux pricing power, cette capacité à dicter leur prix. Donc, vous savez qu'on était en 2022 dans une situation un peu ubuesque, où on avait des valorisations qui étaient au tapis. On avait enfoncé tous les planchers de valorisation et des fondamentaux qui étaient bons. Alors c'est vrai que 2023, moi fin 2022, on regardait ça avec Frédéric Duprat qui est mon co-gérant, et on se dit il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond, donc on a commencé à se repositionner, parce que nous, notre métier, et vous le savez, c'est d'investir selon les fondamentaux des entreprises. On valorise nos entreprises, et quand je regardais les fondamentaux et les valorisations, on s'est dit il y a des affaires à faire. Et 2023 nous a donné plutôt raison parce que depuis le début de l'année, le fonds est en hausse de quasiment 25%. Donc on a bien repris après une année très dure 2022. Et 2023, ce qu'on revoit, c'est que le marché a en quelque sorte reconnecté les fondamentaux d'un côté, toujours très bons, et la valorisation qui était au tapis en début d'année. Donc on a une revalorisation, ça peut être la cybersécurité, le paiement fonctionne aussi bien, sécurité au travail fonctionne très bien, donc différents sous-thèmes comme ça qu'on développe dans le fond, qui se comportent très bien depuis le début de l'année. C'est important quand même parce que ces moments de stress test, je trouve que c'est toujours très riche d'enseignements pour la suite. Ça permet de tester quand même les convictions et
les modèles d'investissement sur la base desquels on a construit les portefeuilles. Ça permet de valider aussi tout simplement que les tendances qu'on a identifiées comme étant des tendances séculaires sont bien des tendances solides qui peuvent justement traverser des épisodes comme 2022, Mathieu. Il faut savoir faire le dos rond. Alors c'est vrai que là, je suis ravi, j'ai un sourire aujourd'hui, je suis ravi de vous voir. 2022, je n'avais pas le même. Ça a dû trotter dans la tête. Ça a trotté, on se remet en question, mais l'avantage, et c'est vrai que chez Thematics, on a un process qui est extrêmement structuré, et nous, notre job, c'est d'appliquer notre process. Donc on n'a pas changé notre style d'investissement parce que si en 2022 on s'était amusé à aller acheter des banques, à aller acheter des matières premières ou de l'énergie, c'était le meilleur moyen de se prendre les portes de saloon. Bien sûr. Ce qu'on a fait, c'est que bien sûr on est resté sur nos entreprises, on a réduit la voilure quand on a vu le vent tourner, naturellement on a réduit la voilure. Alors quand on regarde dans le rétro, on se dit peut-être pas assez. Oui. Ça c'est un fait, mais malgré tout, on a réduit la voilure certains titres, on a renforcé les titres plus défensifs, c'est-à-dire ce qu'on a fait au sein de notre univers d'investissement, mais on n'a pas dérogé à notre process d'investissement. Ce qui fait que, depuis le début de l'année, le rebond est là, et ce qui fait que depuis la création du fonds, on affiche une perf annualisée de plus de 12%, donc plus 12% par an, ce qui me paraît plutôt pas mal. Vous fêtez les 5 ans. Ouais, vous allez fêter, c'est ça, les 5 ans, pour Thematics et pour les fonds originaux de la gamme Thematics. Le mois de décembre marque les 5 ans d'histoire. Toujours un track important, effectivement. Les 3 ans, les 5 ans, c'est des tracks... étapes fondamentales. Exactement, qui sont très regardés par les investisseurs, les partenaires, les clients et les distributeurs. Qu'est-ce qu'on peut dire en matière d'investissement pour le thème que vous gérez, Mathieu? Donc c'est safety et cyber, c'est ça, c'est les deux. Alors c'est la sécurité au sens très large. Et donc dedans, il y a aussi la cybersécurité. Il y a de la cybersécurité. Qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives générales du thème safety? Effectivement, que je ne veux pas résumer à la cybersécurité, puisque vous l'avez dit, il y a plusieurs sous-thèmes et il y a plusieurs segments de marché qui composent ce thème de la sécurité. La diversification, elle est absolument essentielle dans notre thématique, parce que si on était uniquement un fonds cyber, on aurait un biais tech beaucoup trop important, pas assez de diversification à la fois des moteurs de croissance, des moteurs de performance. Très monosectoriel. Et des risques. Oui. On serait même... Je fais une petite parenthèse. La gestion thématique, c'est pas une gestion sectorielle, c'est pas une gestion industrielle. Un fonds cyber, c'est un fonds industriel. Moi, je gère un fonds sur la sécurité. J'ai de la cybersécurité, j'ai de la sécurité des paiements, j'ai de la sécurité sanitaire, j'ai de la sécurité des transports, de la sécurité de la vie quotidienne et de la sécurité du travail. Donc j'ai 6 sous-thèmes qui me permettent d'avoir quelque chose d'extrêmement diversifié. Et c'est vrai que les perspectives sont bonnes. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que la sécurité, c'est partout, tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se passer de sécurité. Donc ce qui veut dire que j'ai en permanence une demande pour les produits, les services fournis par les entreprises dans lesquelles je vais investir. Et en ce moment, ce qui marche très très bien, c'est tout ce qui est cybersécurité. J'ai la chance de revenir d'une conférence aux États-Unis où j'ai pu voir beaucoup de patrons d'entreprises dans le domaine digital principalement, à la fois dans le domaine cybersécurité, data center, sécurité des paiements. Et on voit que tout ce qui est lié à la sécurisation des données, impulsé par l'intelligence artificielle. Parce qu'on voit bien que ça crée de nouveaux besoins en termes de sécurisation des données, d'accès aux données et de stockage des données. J'ai eu la chance de voir une entreprise américaine qui spécialise dans les data centers, les centres de données, et le directeur financier me disait, si je pouvais multiplier par 4 la vitesse de construction des data centers, je le ferais. La demande est intarissable. Donc on a vraiment des domaines où la demande est très très forte, et on traite toujours, je dois le reconnaître, malgré une année 2023 qui a été très bonne pour ces entreprises, sur des niveaux de valorisation qui sont toujours très attractifs. Donc on a toujours un vivier de valeur sur 2024 qui vont être toujours extrêmement attractives. Quand vous dites l'IA est un push pour le thème de la cybersécurité, qu'est-ce que ça veut dire précisément, Mathieu? Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, il y aura besoin de sécuriser toujours plus de serveurs dédiés à l'IA, aux usages de l'IA générative notamment, je rappelle, c'est pas l'IA qu'on a inventé en 2022, c'est les développements dans l'IA générative qui ont donné une nouvelle dimension, effectivement, aux outils générés par l'intelligence artificielle. Ou est-ce que c'est l'idée que finalement, le développement de l'IA générative multiplie le risque d'attaque informatique dans le monde? En fait, c'est assez bien résumé, c'est à la fois une menace et une opportunité. C'est une menace parce que l'IA générative, ça va permettre une chose fondamentale, c'est diminuer le coût des cyberattaques. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait tous ces développements avec ChatGPT, etc., on pouvait, quand on était un pirate un petit peu chevronné, quand même aller sur le dark web, ce fameux dark web, et acheter comme des petits modules de cyberattaque. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de pirates qui sont organisés comme des multinationales et qui vous vendent des modules, vous mettez comme des briques, vous mettez ces briques ensemble et ça vous permet de mettre en place une cyberattaque. Donc avec
Il faut un peu de connaissances techniques, mais on s'en sort. Résumons à ChatGPT, l'IA générative. Maintenant, vous pouvez générer automatiquement des lignes de code. Donc, quelqu'un comme moi qui ne connaît pas grand-chose, à la limite, je pourrais presque mettre en place une cyberattaque parce que, avec cette IA générative, le système, l'IA, écrit les lignes de code pour moi. Je ne vais pas le dire trop fort, mais ça démocratise le piratage informatique. Complètement. Et ce qui veut dire que le coût de l'attaque, c'est au ras des pâquerettes. Donc ça devient très facile de mettre en place des attaques. D'accord. Mais ce qui veut dire qu'à côté de ça, la demande pour les solutions de cybersécurité va continuer à exploser. Parce qu'on voit bien qu'on a à la fois cette évolution technique, technologique, et puis à la réglementation. Il y a une réglementation aux États-Unis qu'on peut mentionner, vous l'avez certainement déjà mentionné, mais qui oblige les entreprises à déclarer au bout de quelques jours quand elles sont victimes d'une cyberattaque. Ouais. Imaginez la pression sur les entreprises, parce qu'avant elles le cachaient un peu sous le tapis. Ouais. Maintenant elles n'ont plus le choix. La SEC les oblige à divulguer ça. Donc imaginez la pression sur les PDG d'entreprises américaines pour s'équiper en solutions de sécurité parce qu'ils ne veulent pas faire les gros titres en disant un tel a été piraté. Donc ce qui fait que structurellement, on a une demande qui va rester extrêmement forte pour les années à venir. C'est la fameuse croissance séculaire, croissance de très long terme, qui s'illustre parfaitement le domaine de la cybersécurité. Et c'est bien perçu de la part des entreprises, des corporates, comme un investissement. C'est-à-dire que c'est plus le côté coût informatique, on appelait ça sécurité informatique. Ouais. Ça me coûte cher, mon DSI me demande de changer mes logiciels, mes trucs, mes machins. Je vais attendre un an de plus, économiser un peu sur ma trésor, je reporte un peu l'investissement parce que je vois que c'est un coût et un coût qui n'est pas productif forcément pour mon entreprise. De ce point de vue-là, le regard des dirigeants d'entreprise, parce que j'espère que ça se joue au plus haut niveau quand même, ce genre de décision aujourd'hui, le regard a changé. C'est un bon point, c'est exactement ce qui a changé. C'est-à-dire ça fait quelques années maintenant, les dossiers de cybersécurité sont tombés sur le haut de la pile des PDG, des directeurs financiers, tout ce qui est ce qu'on appelle le C-level. D'accord. Alors avant, c'était en effet juste un département IT. Maintenant, alors, il y a un petit effet négatif qu'on a vu depuis quelques trimestres, c'est que ça rallonge un petit peu les durées de négociation. Donc on a eu quelques entreprises qui, d'un trimestre sur l'autre, présentaient des résultats un petit peu plus faiblards que ce qui était attendu. C'est pas qu'ils avaient perdu du business, c'est juste que ça prenait 2, 3, 4 semaines de plus parce que c'était le CEO, le CFO qui devait signer. Et le temps qu'ils comprennent, qu'ils intègrent tout ça, parce que c'est des gros investissements, ça prenait un peu de temps. Mais voilà. Mais en effet, maintenant, c'est une priorité absolue des entreprises. Ouais. Donc, cybersécurité, c'est un thème où vous serez ambitieux, agressif pour 2024. Il y a pas de raison. On l'a été en 2023 et il n'y a pas de raison pour que ça change en 2024. Ouais. Dans les autres thèmes, s'il faut imaginer peut-être l'idée aussi de thèmes autour de la sécurité, qui soient des thèmes peut-être un peu moins volatiles ou avec un peu moins de bêta de marché, qu'est-ce qui vous intéresse On a une entreprise, par exemple, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, qui s'appelle API Group. Et API Group, en fait, ils font de l'inspection des installations incendie. D'accord. Alors c'est vrai que quand on écoute les économistes, et vous en recevez souvent sur ce plateau, 2024, récession par récession, est-ce que ce sera 2025 ? En tout cas, le sens est plutôt un ralentissement de l'économie. Je crois que tout le monde se met d'accord là-dessus. Donc ça, c'est le genre de business qu'on aime beaucoup parce que même si demain on a un ralentissement économique marqué, et admettons que vous soyez patron d'un hôtel ou même d'un immeuble, etc. Si vous voulez que cet immeuble, cet hôtel reste ouvert au public, qu'on soit en récession, en expansion économique, vous devez faire venir une société qui va inspecter les installations incendie, les sprinklers, les détecteurs, etc. Ce qui veut dire que ce n'est pas complètement immunisé en cas de récession, mais en tout cas, c'est beaucoup plus protégé que beaucoup d'autres business en cas de récession. Et ça, c'est le genre d'entreprise qu'on aime beaucoup en amont d'un ralentissement économique. Ouais. Donc on trouve de la récurrence quand même beaucoup dans ces business de sécurité. On a beaucoup de récurrence. On a un autre exemple, parce que je sais que Paris est plutôt un problème de rats, de puces de lit. On a beaucoup de problèmes. J'entends ça dans les médias. On a beaucoup de problèmes comme ça. On le lit, on le voit. Bon, on a des entreprises comme Rollins, par exemple, aux États-Unis, ou Rentokil au Royaume-Uni, qui sont des sociétés de lutte contre les nuisibles. Ouais. Donc vous avez des rats, des puces de lit, des cafards, etc. Vous faites appel à ce genre d'entreprises. C'est booming. Ça. Vous avez des moustiques, par exemple. Vous êtes en Floride, une super villa, vous avez des moustiques. Faites appel à Rollins pour faire partir ces moustiques, pour profiter de la piscine et du jardin. Sauf que si le mois d'après vous faites plus appel à Rollins, devinez qui revient. Les petites bêtes reviennent. Ah ouais. Donc là aussi, vous avez une récurrence, une visibilité, et c'est rudement efficace d'un point de vue investissement. Du moustique aux attaques informatiques. Voilà, c'est le thème, le spectre du thème de la sécurité. Comment vous dites, Mathieu, la sécurité, c'est partout et tout le temps. C'est ça, voilà, des moustiques en Floride aux attaques informatiques. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu nous éclairer sur la gestion thématique et sur le thème que vous pilotez plus précisément chez Thématique SAM autour de la sécurité, safety.
gérant chez Thematics Asset Management, Mathieu Rollin, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.